Donc en fait, on va à la fois redescendre sur Terre et repartir dans le ciel. Vous l'avez vu depuis hier après-midi, quand on parle de la tech, quand on parle des technologies, on parle de tellement de choses qu'à un moment donné, on a besoin, à la fois, on a l'impression qu'il y en a de partout, et à la fois, tout ça est assez cohérent et il s'organise. Chaque élément est un élément qui va nourrir l'ensemble de la chaîne, qui va permettre qu'on ait aujourd'hui les technologies qui nous permettent de vivre de la manière dont on vit. Donc on a vu des applications, on a vu des satellites, on a vu comment les satellites changeaient notre vie quotidienne. On voudrait parler un peu plus de ce qui est en bas de la chaîne, qui sont les data centers, qui ne sont pas les plus bas. Vous avez d'abord, on l'oublie, hein, quand on parle de ces discussions, on a d'abord les matières premières. Il ne faut pas oublier que sans matières premières, on n'a pas de tech. Et que c'est d'ailleurs une des problématiques qu'on peut avoir en France et en Europe, qui sont, nous, on a un peu de mal à les creuser dans nos souterrains. Les matières premières sont produites et importées, sont faites d'ailleurs que de chez nous. Puis ensuite, on a les semi-conducteurs. Alors si vous n'en avez pas entendu parler, on va y revenir peut-être un peu tout à l'heure. C'est tout ce qui permet de faire la chaîne de valeur, qui va permettre de transmettre toutes les informations. Et ces semi-conducteurs peuvent passer par différents endroits, avec aujourd'hui une problématique des puces, qui sont à la fois propriété des États-Unis et produites à Taïwan, dans la problématique de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, mais aussi aux Pays-Bas. C'est les deux grands centres de production, avec une propriété intellectuelle, par contre, que l'Europe ne maîtrise pas, et qui est essentiellement aux États-Unis. Et puis ça, ce sont les infrastructures matérielles. Au-dessus de ces infrastructures matérielles, on a les data centers dans lesquels on va avoir nos données. Et vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui ont suivi, qu'au moment du sommet sur l'intelligence artificielle de Paris en février dernier, cela a donné, c'était probablement ça a donné les principales communications des pouvoirs publics français qui ont annoncé des centaines de millions d'investissements dans les data centers en disant qu'on récupérait notre souveraineté par le data center. Et c'est de ça dont on voudrait parler aujourd'hui, sur la problématique de ces data centers, qui sont ces centres qui regroupent les données, qui vont être ensuite processées et qui vont être la base sur laquelle vont se développer les technologies qui vont nous donner les différents éléments sur lesquels on va pouvoir travailler, construire toute la chaîne de valeur des plateformes et des applications que vous allez voir, vous. Et on a pensé que c'était intéressant pour les citoyens que vous êtes, dans les débats sur la souveraineté, de bien comprendre cette problématique des data centers, pour lesquels, des data centers et la manière de les processer, hein, à nouveau la tech, le numérique, ce sont de la vitesse de calcul, on en a parlé tout à l'heure, on y reviendra peut-être. Ce sont des algorithmes, mais ce sont des données. Et donc, ce sont sur ces données qu'on va jouer pour aller construire ce qu'on a besoin de construire. Sur cette problématique-là, l'Europe n'est pas en pointe parce qu'on a beaucoup de retard sur les investissements en recherche et développement et en production. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui pour arriver à trouver un certain nombre de solutions. Alors, là, je cite Romain, qui dit oui, mais c'est finalement pas si mal d'arriver après, parce que ceux qui ont commencé, ils sont beaucoup, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'entrepreneuriat et l'innovation, c'est beaucoup d'erreurs. Eh ben, on peut profiter des erreurs des autres pour arriver sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus construit. Et sur ces grands systèmes extrêmement onéreux, on va pouvoir construire des choses qui sont plus intéressantes pour nous. Vous avez entendu la manière dont vous pouvez ne plus faire vos emails, ne plus avoir d'assistante sur vos agendas, prendre des rendez-vous comme vous voulez. Est-ce que ça vaut les centaines de milliards d'investissements? Est-ce que vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement de ce genre de pratique? Probablement pas. Donc c'est bien sur autre chose, sur des choses beaucoup plus particulières dans l'industrie.
dans les structures qu'on va aller trouver la valeur aujourd'hui de la tech, de l'intelligence artificielle que l'on va pouvoir construire. Donc où en est-on sur ces sujets-là? Comment on va construire ça? J'en profite pour saluer, donc, comme le disait Patrick, nous sommes, Gilles, Romain et moi, les 3 responsables de tout ce qui est de la réflexion sur la tech pour la revue Poétique et Parlementaire. Donc on a pensé que c'était une bonne idée pour essayer de vous expliquer un peu tout ça, chacun de notre point de vue. Gilles est un économiste, je suis une juriste et Romain est un ingénieur et un scientifique. Et c'est ce trio qui permet d'un peu mieux comprendre où on va et comment on y va. Et donc, je voudrais me tourner tout de suite. Donc, on n'a pas de modérateur, on va se parler entre nous. On va essayer de faire ça de la manière la plus construite possible. Et je vais commencer par Romain pour nous expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi la technologie, c'est quoi les enjeux et qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre la main, pour prendre la main sur nos beaux data centers. D'abord, qu'est-ce que c'est? Et comment ça fonctionne? Tout à fait. Merci Théma pour l'introduction. Donc, avant de réfléchir à comment envoyer des data centers dans l'espace, et même si c'est une bonne idée et pourquoi, on va d'abord se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un data center, à quoi ça ressemble et quels sont les tenants et aboutissants. Data center, c'est dans le nom, c'est un centre de données. Et en pratique, c'est beaucoup plus de choses. Un data center va offrir 3 types de services. Du stockage en premier, puisque centre de données, c'est un endroit donc, où on va pouvoir stocker. Alors, je vais même prendre un pas en arrière et vous dire à quoi ça ressemble. Un data center, ça ressemble à un grand hangar dans lequel, en pratique, ça ressemble un peu à un supermarché. Vous avez un grand bâtiment relativement moche, avec des allées assez denses, dans lesquelles vous avez des rayons de machines qui sont toutes allumées, connectées les unes avec les autres. Et ce qui va être intéressant, c'est l'architecture du data center, en fonction des différents besoins, va vous permettre d'utiliser ces machines pour faire un certain nombre de choses. Donc, si je reprends, pour du stockage, vous allez avoir des machines dans lesquelles vous aurez beaucoup de disques durs qui sont là pour aller stocker les téraoctets d'informations qui sont créées. Donc, on en a parlé régulièrement. L'IA, c'est des données. Les satellites créent des quantités absolument invraisemblables de données tout le temps. À quel endroit ces données vivent? La réponse, elle est dans des data centers. Donc, la première utilisation du data center, c'est de stocker des données. La deuxième utilisation, c'est le calcul. Les data centers sont également des centres de calcul. C'est là où vous avez les processeurs qui vont aller lire toutes ces données, faire du traitement et produire un résultat. Résultat qui peut être lui-même stocké dans le data center ou tout simplement renvoyé à la personne qui a demandé le calcul. Lorsque vous écrivez un email, alors il n'y a pas beaucoup de calculs, il n'y a pas énormément de choses, mais le contenu de votre email sera stocké dans un data center et vous pourrez le consulter régulièrement. Lorsque ChatGPT répond à une de vos requêtes, il y aura beaucoup de calculs et un petit peu de données, et le résultat vous sera renvoyé. Et le troisième service rendu par un data center, c'est de la connectivité. Toutes les machines du data center sont connectées les unes avec les autres. En fonction des contraintes, en fonction des besoins, en fonction de l'utilisation du data center, la manière dont tous ces points seront connectés sera un petit peu différente. Dans certains cas, il y aura une machine qui parlera à toutes les autres. Dans d'autres cas, toutes les machines se parleront. Globalement, en fonction des besoins, on va les câbler individuellement de façon différente. Donc, un data center, c'est d'abord trois types de services, du stockage, du calcul et de la communication interne. Quand vous êtes un opérateur de data center, vous allez fournir à vos utilisateurs 3 garanties. Globalement, si vous avez un ordinateur, qu'est-ce qu'il va falloir? La première chose, c'est qu'il va falloir du courant. Donc, un data center, sa première responsabilité, c'est de fournir à ses utilisateurs, dont je faisais partie, de l'électricité garantie H24, normalement branchée sur le réseau électrique et potentiellement avec des générateurs de secours au cas où il y a une coupure de courant pour pouvoir assurer la continuité de service. Donc, la première garantie du data center, c'est que vos machines seront alimentées en temps normal et également
dans des cas de problématiques, en tout cas de problématiques raisonnables. Voilà, si un astéroïde tombe sur le data center, bon, peut-être que c'est un cas un petit peu exceptionnel. Première garantie, du courant. Deuxième garantie, du refroidissement. Vos machines, vos ordinateurs. Si vous avez un ordinateur, que ce soit un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, vous vous apercevez que quand vous l'allumez, ça fait du bruit. C'est un ventilateur ou même plusieurs ventilateurs qui servent à refroidir la machine. Lorsque vous avez une armoire entière, puis une rangée d'armoires, puis un hangar contenant des rangées d'armoires d'ordinateurs avec tous des ventilateurs, je peux vous garantir, ça fait du chaud, ça fait du bruit aussi, c'est horriblement bruyant, un data center. Donc la deuxième garantie, c'est pour éviter que tous les systèmes ne fondent, il faut avoir du refroidissement. Refroidissement par air en temps normal, refroidissement liquide de plus en plus, avec la joie et bonheur de mélanger de l'électricité et du liquide et de l'eau, ce qui peut causer un certain nombre de soucis. Et la troisième garantie qui est offerte à la personne qui a besoin d'un data center, donc la troisième garantie offerte par le constructeur et l'opérateur du data center, c'est la connectivité réseau. Globalement, pour que votre data center serve à quelque chose, il faut pouvoir l'interroger, il faut pouvoir le connecter à Internet. Et donc, vous avez un gros paquet de fibres optiques qui arrive à un endroit, peut-être même à 2 endroits, un de chaque côté du data center, pour avoir de la redondance, ces fibres étant connectées au reste du réseau Internet. Donc, lorsque vous allez vous décider de monter votre business de cloud ou autre, vous achetez vos ordinateurs, vous louez à un opérateur de data center des kilowatts, des mètres carrés, du refroidissement et du réseau, et vous pouvez commencer à vous installer. Et également, en plus de ces 3 services, donc stockage, calcul et connectivité interne, en plus de ces 3 garanties qui sont l'électricité, le refroidissement et la connexion Internet, vous avez de la protection sur 3 risques. Les risques majeurs de ce genre d'installation, de façon classique, c'est incendie, intrusion, inondation. Donc, on a des grosses machines avec beaucoup d'électricité qui tournent. Le risque, évidemment, d'avoir à un moment un truc qui fond un peu, ça prend feu. C'est un risque qui est réel. Donc, les data centers sont également protégés par divers moyens des risques d'incendie. Ou dans certains cas, ils peuvent être assez mal protégés et potentiellement le data center peut prendre feu. C'est arrivé il y a quelques années à Strasbourg. Et si jamais votre système contient des données extrêmement importantes, dans ce cas-là, vous avez des systèmes qui sont carrément assez nocifs pour les êtres humains, mais qui protégeront les machines et donc les données. Donc, protection contre l'incendie, protection contre l'inondation. On ne met pas de data center dans des zones inondables. Voilà, ça paraît relativement évident. Mais d'un autre côté, vu qu'on a besoin de refroidissement, c'est quand même pratique d'être à côté d'une rivière ou à côté d'une source d'eau froide. Donc, il faut, comme d'habitude en ingénierie, il faut choisir le bon compromis. Et protection contre les intrusions. Malheureusement, que ce soit pour du vandalisme ou de l'espionnage, on peut avoir des gens qui rentrent et qui cherchent à venir accéder au truc. Donc, le data center, il n'y a pas de fenêtre, il y a des murs épais et il y a des gardes avec des chiens qui patrouillent autour pour garantir la sécurité des données. Et également, la même chose côté cyber pour aller assurer que la cybersécurité et la protection du système est là. Donc, ça, c'est un data center en termes de besoins, en termes de garantie, en termes de risques, tel qu'on l'imagine lorsqu'il est installé sur Terre. Et donc, je vais me tourner sur notre spécialiste, je vais me tourner vers notre spécialiste de l'espace. Gilles, pourquoi est-ce qu'on irait envoyer ça dans l'espace? Qu'est-ce que ça nous apporte et quels seraient les challenges qui sont associés? Merci. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que tout ce on a besoin d'infrastructures physiques, alors qu'on imagine que tout cela, c'est dans le cloud, dans les nuages, etc. Donc, j'allais dire, tout ça est construit sur l'infrastructure physique, et j'allais dire, in fine, c'est quelque part, dans un endroit, etc. Les Allemands ont fait comme Théma me traite de collaborateur allemand, les Allemands ont 11 data centers stratégiques. Stratégique, ça veut dire que les données du gouvernement allemand sont stockées et permettent de travailler sur ces données-là.
Et donc, au moment de la guerre en Ukraine, ils ont posé la question, lesquels ont un backup? Backup, ça veut dire, s'ils brûlent, comme à Strasbourg, on s'en fiche, on a une copie quelque part de tout ça. Résultat, 0. Donc, ils étaient dans une situation où leur data center n'était pas protégé. Donc, ils se sont dit, bon, alors il y a un truc, là, on est un peu embêtant. Et j'allais dire, aujourd'hui, on a la même question, dans la situation actuelle, puisqu'il y a des data centers dans les pays du Golfe, et qu'il y a 2 problèmes aujourd'hui. C'est 1, taper sur la désalinisation pour l'eau, et 2, taper sur le data center dans les pays du Golfe. Et là, il y a beaucoup de données. Donc, la question, c'est, ces trucs-là, ça consomme beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup d'énergie. On calcule que ça peut être équivalent à une ville de 30-40 000 habitants, la consommation d'électricité. Donc, c'est quelque chose qui est un peu embêtant. Et donc, où est-ce qu'on pourrait les stocker pour pouvoir avoir à la fois une capacité de développer ces data centers et deuxièmement, de pouvoir avoir accès à ce type d'informations rapidement avec, j'allais dire, un degré de latence, c'est-à-dire le temps de décision le plus court possible. Alors, il y a des projets qui sont faits et il y en a des projets qui ne sont pas faits pas loin d'ici, avec un architecte que vous connaissez peut-être, Rougerie, qui travaille sur les maisons sous la mer. Et il s'était dit, s'il y a un problème de réchauffement, on va le mettre sous l'eau. C'est vachement simple. Et donc, il y a des projets de data center sous l'eau. Parce que ça permet de refroidir, voilà, et puis avec des liaisons, ça permet d'avoir des situations de sécurité. La deuxième solution, c'est là-haut, dans l'espace. Alors, ça peut paraître un peu abscon, parce que vous vous dites, mais des données dans l'espace, on imagine donc le supermarché Auchan ou Carrefour, je ne sais pas ici, qui survole dans l'espace, c'est énorme, c'est pas possible, c'est pas gérable, etc. Alors, ça paraissait fou, ça paraît moins fou. Alors, pourquoi ça paraît moins fou? Alors, dans la tech, mais Romain pourrait en parler, il y a 2 phénomènes. D'abord, il y a un phénomène d'ingénieurs, ils réfléchissent combien ça coûte, comment on peut faire. Et deuxièmement, il y a un phénomène de gourou, il y a des gens qui disent c'est possible et je vais le faire. Bon. Alors, Elon Musk a dit, moi je vais le faire. Voilà. Il l'a dit dans une période où, notamment, il va mettre son entreprise en bourse, SpaceX va rentrer en bourse, et quand vous rentrez en bourse, plus vous avez de projets, y compris les plus fous possibles, plus la valorisation est élevée. Bon. On imagine la valorisation boursière de SpaceX à 1 500 milliards de dollars. La moitié du PIB français. Voilà, ça vous donne une idée. Pour un autre exemple, Nvidia, l'entreprise qui fait des designs de puces, c'est 5 000 milliards de dollars. 2 fois le PIB de la France. Vous avez ce type d'entreprise. Donc, le gourou dit c'est possible et je vais le faire. Et il rachète des sociétés pour le faire. Et l'ingénieur dit, alors, comment on peut faire? Alors, première question, c'est comment on envoie tout ça en l'air? Excusez-moi l'expression, parce que c'est lourd quand même. On parle entre 30 et 50 tonnes. Alors, aujourd'hui, les lanceurs lourds, donc on parle de Starship, c'est-à-dire, vous avez vu la nouvelle fusée d'Elon Musk ou le New Glenn, celle de Joseph Bezos, ils peuvent emporter 40 à 50 tonnes en orbite. Ariane 6, Ariane 64 pour être précis, c'est 20 tonnes. Donc nous, on ne peut pas le faire. L'Europe ne peut pas le faire. Aujourd'hui, en termes de poids, avec New Glenn et Starship, on peut envoyer 40 tonnes en orbite. Bon. Donc déjà, c'est possible. Bon. Et c'est possible, et là que c'est intéressant, c'est le spatial, on appelle ça un winner takes all business. C'est-à-dire, le premier qui arrive à le faire, il domine le marché. Et le premier qui lancera des data centers dans l'espace, eh ben, il aura un avantage compétitif par rapport aux autres, et donc il pourra, j'allais dire, avoir un poids sur le marché. Et quand vous avez un poids sur le marché, l'intérêt, c'est que vous faites les coûts. Quand vous êtes leader sur un marché, c'est vous qui faites le coût, c'est vous qui faites le prix. Donc, deuxième élément, c'est intéressant parce que si j'arrive à le faire, les data centers, je serai un des leaders mondiaux des data centers. Troisième élément, Romain en a parlé, oui, mais ça chauffe. Alors, et dans le spatial, même si c'est un vide, il fait froid, ça chauffe. Et les outils peuvent être, j'allais dire, endommagés par ce réchauffement. Donc, il faudra des radiateurs
des rayonnements infrarouges pour faire en sorte que ce chaud, entre guillemets, cette température soit dégagée vers l'extérieur. Donc il y a un problème quand même, il y a un problème technique. Le troisième problème, c'est l'électricité, et là, c'est plus un problème, parce que sur les orbites qu'on mettrait, notamment héliosynchrone, etc., on a un accès à l'ensoleillement 24 heures sur 24, et donc avec des panneaux solaires énormes, hein, je veux dire, les panneaux solaires qu'on devrait mettre, c'est à peu près 2 ou 3 terrains de foot. D'accord ? Avec ces panneaux solaires-là, on aura l'électricité pour enrichir ce système-là. Donc, j'allais dire, aujourd'hui, c'est possible. En tout cas, il y a un chemin des possibles. Donc, il y a des réflexions qui sont faites. Pourquoi on le ferait à cet endroit-là? C'est que, j'allais dire, déjà, on diminue, on m'a parlé des risques, on diminue le risque. Ça veut dire que se faire attaquer un data center dans l'espace, bon, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent le faire. Surtout en orbite héliosynchrone, on est à 1400 km à peu près de la Terre. 1400, 1500 km. Donc, envoyer un missile, c'est pas possible. Envoyer un satellite, c'est possible. Mais bon, il n'y a que 3 ou 4 pays qui le font, donc on saurait tout de suite. Donc, j'allais dire, il y a ce chemin des possibles. Et la sécurité, elle est intéressante, elle est importante, et on peut gérer ça. La question d'accès aux données. Parce que c'est bien d'avoir un truc en l'air, mais si je n'ai pas accès aux données, ça ne me sert à rien. Alors, la question d'accès aux données, c'est la question de l'orbite. Parce que plus vous êtes haut, plus l'information pour descendre a besoin de temps. Je ne sais pas si vous avez un enfant, si vous êtes un gamer, etc. Quand vous êtes un gamer, pendant longtemps, le système informatique et de fibre optique en Asie était plus développé. C'est-à-dire que vous jouiez contre un Coréen, il gagnait tout le temps. Parce qu'il avait un temps de latence, un temps de réponse à l'action du jeu électronique qui était très court. Alors que l'Europe, ça prenait un peu de temps, 2, 3, 4 secondes. 2, 3, 4 secondes quand vous êtes un gamer, vous êtes mort. Donc, il faut avoir un accès à l'information le plus tôt possible. Donc, il faudrait plutôt avoir une orbite basse. On parle de 380, 400 km. Donc là, et ça permettrait d'avoir une latence on parle de millionième de seconde. C'est gérable quand même si vous jouez avec un Coréen. Donc, ça, c'est possible. Troisième élément, c'est, j'allais dire, à quoi ça sert et quel est votre marché? In fine, parce que comme disait Théma, je suis économiste, hein, donc in fine, c'est qui paye, quoi. Et donc, là, on a, je pense, des offreurs de services qui sont intéressés par ce type d'infrastructure. La question après, c'est, dans l'espace, qui possède l'endroit où est le data center? Vous avez une sorte de vide juridique. Il y a très peu de lois sur le spatial. Il y a une loi il y a une direction de l'ONU qui s'occupe du spatial, qui est à Vienne, et qui est notamment chargée d'accueillir les extraterrestres. Le directeur de cette structure, il est nommé par le secrétaire général de l'ONU, et s'il y a des extraterrestres, c'est le directeur de l'ONU à Vienne qui doit accueillir les extraterrestres sur Terre. Donc, il y a une direction de l'ONU qui s'occupe de ça et qui fait des lois et qui fait des régulations. Alors, vous imaginez, quand vous avez en ce moment, en temps de guerre, des Russes, des machins, etc., des Chinois qui font ça, c'est compliqué de pouvoir avoir... Voilà. Donc, on a une régulation minimum. Il y a des pays qui ont des lois spatiales. La France a une loi spatiale. Pourquoi on a une loi spatiale? C'est que quand vous lancez une fusée à Kourou, si jamais elle retombe sur Rio de Janeiro ou la Floride, bah, il faut savoir qui est responsable de quoi, etc. Il y a des pays qui sont encore plus marrants, c'est Luxembourg et Liechtenstein, qui ont les lois les plus intéressantes sur le spatial, puisque Luxembourg et Liechtenstein ont des lois qui donnent les droits de propriété sur les astéroïdes. Si jamais on peut récupérer les minerais des astéroïdes, ben Luxembourg a dit une partie sera obligée de m'appartenir. Donc on a toutes ces questions, tous ces éléments. Mais la question fondamentale de ces data centers, puisqu'on retombe sur la question de souveraineté, on retombe sur la question de est-ce que j'ai accès à la donnée? Est-ce que j'ai accès en tant que pays, en tant qu'Union européenne à ces données? C'est la question centrale. Et là, donc, la solution, ça peut être qu'une avocate qui peut la donner. Donc, c'est Théma sur la souveraineté. Alors, je tiens à préciser que j'avais dit à Gilles, le droit du spatial, c'est pas ma spécialité. On va un peu redescendre sur Terre. On n'y est pas encore dans le spatial. La problématique, ça n'est pas aujourd'hui
de qui a la propriété et comment s'organise l'accès aux données dans l'espace, mais bien comment s'organise la compétence, la responsabilité et le contrôle, la gouvernance des données telles qu'elles sont aujourd'hui et dans les data centers tels qu'ils sont aujourd'hui. Je voudrais juste d'abord, avant d'aborder la question juridique, dire qu'on est quand même aujourd'hui en train de réfléchir et de mettre en place des data centers nouvelle génération qui sont moins ces gros hangars dont parlait Romain, qui sont des plus petits modules qui viennent s'empiler sur des terrains. L'enjeu central, comme tu le disais très bien, c'est l'accès à l'électricité pour pouvoir les faire fonctionner. Peut-être préciser aussi dans ce domaine un des atouts majeurs de la France. Un des atouts majeurs de la France, c'est le prix et l'accès à l'électricité. Alors, si je vous avais fait, quand on l'a préparé avant la guerre en Iran, ça aurait sans doute été un peu plus simple, mais peut-être que ça accentue encore l'effet, puisque le data center a besoin de beaucoup d'électricité pour pouvoir fonctionner, que nous avons remis en place et que nous avons réinitié la construction d'énergie nucléaire. Vous avez sans doute vu que l'Allemagne, qui depuis Fukushima disait le nucléaire non merci, plus jamais, bloquait d'ailleurs la France au niveau européen sur les accès de financement au développement au financement du nucléaire, refusant de le considérer comme une énergie renouvelable, ou en tout cas décarbonée, parce que n'en avait pas. Hein. L'Union européenne, c'est comme la défense de chacun de ses intérêts sur comment il fait. Une bascule de la présidente de la Commission européenne qui a dit il y a une semaine que c'était sans doute une erreur de renoncer au nucléaire. Pourquoi ? Parce que le besoin en énergie, la guerre en Russie, la guerre en Iran, le comportement des États-Unis montrent qu'il va falloir que nous développons notre propre énergie, que l'éolien et le solaire, c'est bien gentil, ça suffira probablement pas, et donc que le nucléaire redevient un objectif d'une France, alors je pense que c'est aussi un élément à avoir en tête, d'une France qui est aujourd'hui en surproduction d'électricité. Et je ne sais pas si vous avez suivi les derniers débats, puisqu'on vient d'avoir des présentations du gouvernement sur ce qu'on appelle la PPE, qui est la politique de développement énergétique de la France, qui est, on est en voie d'être en surproduction d'électricité et on a une problématique des usages électriques. C'est-à-dire qu'en fait, on ne consomme pas l'électricité qu'on est en train de produire. On est en train de dire à tout le monde, il faut faire attention, les économies d'énergie, etc. On se retrouve dans cette situation assez paradoxale qui fait de la France un pays extrêmement attractif pour les data centers. Avant d'aller dans l'espace, pour 1500 milliards de valorisation dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir, peut-être que ça va marcher, hein, on peut avoir des systèmes moins onéreux, basés sur des structures de data centers qui peuvent avoir accès à de l'électricité parce qu'on en produit beaucoup et qu'on n'en utilise pas assez, avec des systèmes de modulation qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Vous avez peut-être, je sais pas, peut-être 2 mots sur le système de modulation, parce que dans les data centers, c'est quelque chose de très important. C'est le fait qu'on a décidé, il y a plusieurs années, que comme il fallait passer aux renouvelables, quand nous avons assez d'énergie solaire ou d'énergie éolienne, on met les centrales nucléaires en arrêt. Parce qu'on passe du coup à l'énergie renouvelable. Bilan des courses, un gaspillage de l'énergie produite, ou plutôt de l'énergie produite pour arrêter la centrale puis de la faire redémarrer, puis et une utilisation d'une énergie qui est plus chère et qui ne peut pas se stocker, donc une problématique de gestion de cette énergie. Eh bien, les data centers et le système numérique de blockchain avec quelques petites françaises, pour ceux qui ont entendu parler du dossier Exaion-Mara, donc cette pépite française qui appartient toujours en partie à EDF, qui était capable d'organiser le système avec une puissance de calcul produite par ces nouveaux data centers qui permettait de gérer la modulation de manière beaucoup plus efficace, puisqu'elle permet de très vite pouvoir passer de l'énergie disponible et la moins chère et de pouvoir stocker notre énergie nucléaire pour en faire autre chose. Il faut savoir, donc Gilles va être content, que nous vendons notre énergie nucléaire à l'Allemagne pour un prix absolument dérisoire, puisqu'on n'en consomme
pas assez. Donc un système qui est en train de se mettre à place, qui est extrêmement différent de ce qu'on avait jusqu'à présent, qui va plus vite, plus efficace, pour autant qu'on ait la vitesse de calcul produite par ces data centers, avec la technologie qui va bien. Cocorico, on a une partie de cette technologie qui est française et qui va être basée en France et qui me permet d'atterrir sur la question de souveraineté, puisque si on a en France, alors on n'aura toujours pas ni les matières premières, ni une partie, ni les puces et les processeurs, ça c'est sans doute notre faiblesse, mais comme le disent un certain nombre d'intervenants, et je vous renvoie à la prochaine édition de la revue politique et parlementaire qui parle justement de cette question de souveraineté. La question de souveraineté, c'est d'avoir des briques essentielles. Donc dans ces briques essentielles, d'avoir le data center sur le territoire, la technologie et le savoir-faire qui est le deuxième atout de la France, qu'on n'utilise pas assez, ou plutôt qu'on est un peu en train de gaspiller de nos jours. Nous sommes, pour ceux qui ne le savent pas, dans les 2 premières écoles de mathématiques au monde qui sont capables de processer ces technologies qui nous permettent d'aller plus loin. Si je vous parle de Polytechnique, si je vous parle de Normal Sup, si je vous parle de l'école centrale, sont des talents qui sont regardés, qui sont pourchassés par l'ensemble. La deuxième, c'est Israël, si vous vous posiez la question, pour plein de raisons, qui sont aussi le fait qu'il y a beaucoup de Russes qui sont partis en Israël après la chute du mur, qui font que la combinaison des deux nous donne un atout de souveraineté qui nous permet d'avoir l'infrastructure logicielle, une partie de l'infrastructure matérielle, une partie de l'infrastructure logicielle, mais aussi le savoir-faire et la technologie. Et une des problématiques de la souveraineté, ce sont des lois extraterritoriales quand on cherche à avoir accès à des informations, qui a accès de la donnée et qui doit donner la donnée dans le processus juridique. Ça s'appelle un conflit de loi. Si vous avez les infrastructures, le savoir-faire et la technologie, et que la loi vous dit vous ne pouvez pas donner vos données à l'extérieur sans autorisation nationale, eh bien, vous faites votre choix. Soit vous allez en prison dans le pays dans lequel vous vivez, soit vous attendez que les Américains ou les Russes viennent vous chercher parce que vous ne voulez pas leur répondre à leurs questions. Donc, certainement, un atout de ce développement de ces data centers, à condition qu'on ait la technologie pour pouvoir la processer. Et pourquoi on viendrait chez nous? Parce que, justement, on a cette énergie pas chère. Voilà, très rapidement, parce que comme vous voyez, tout est dans tout et inversement. Petite prise de judo pour bien comprendre que ça s'enchaîne. La maîtrise, la possession de l'électricité et la maîtrise de la technologie nous donnent des atouts qu'il va falloir exploiter dans l'avenir. Et je me permets rapidement, parce que je vois que l'heure file, de me tourner vers Romain pour lui dire, est-ce que tout ça permettra, comment on peut, dans ce contexte-là, envisager la problématique de la concurrence et donc de la place que l'on peut avoir. Oui, tout à fait. Donc, je pense que le point qui est absolument essentiel pour résumer un petit peu là où on en arrive, c'est une solution technique doit être contextualisée. La réponse qu'un Américain apporte à un certain problème, typiquement, voilà, accès à de l'énergie, accès à une certaine autonomie, etc., n'est pas forcément la réponse qu'un Français ou qu'une entreprise française apporterait. Donc, si Elon Musk veut envoyer des data centers dans l'espace, ce n'est pas forcément pour autant que nous, en France, on a envie ou besoin de faire la même chose. Les conditions sont différentes et il faut qu'on reprenne cette analyse de façon autonome, en tenant compte et en s'appuyant sur nos forces, plutôt que de battre notre coupe en parlant de nos faiblesses. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on reste compétitif dans un monde de plus en plus connecté, qui inclut maintenant la 3e dimension jusque dans l'espace, parce que au final, ce qui va apporter de la valeur et ce qui apporte et qui soutient la souveraineté, c'est l'application qui est faite de l'ensemble du système. C'est finalement, lorsque vous posez une question à votre IA préférée,
l'ensemble de cette chaîne qui arrive qui sous-tend le système qui répond à cette question, c'est cet ensemble qu'il faut considérer. Donc les réponses souveraines et les réponses françaises en particulier et européennes qu'on doit apporter doivent considérer cet ensemble de systèmes. Et la souveraineté doit passer d'abord et avant tout par notre capacité à dire je vais faire comme ça. Et c'est ma propre décision et je me donne les moyens de décider à chaque étape du processus, à chaque couche du système, je décide de prendre tel système ou tel autre. Et pour obtenir cette liberté, cette indépendance, cette autonomie, il faut être capable de comprendre les tenants et aboutissants de chacun des choix qu'on fait, chacune des décisions qu'on prend. Si je choisis un certain fournisseur de services de cloud, par exemple, il faut que je puisse le faire. Et d'ailleurs, cloud, donc nuage en anglais, ça décrit cette abstraction dans laquelle on dit, voilà, les ordinateurs qui répondent à mes problèmes, qui font les calculs pour moi, sont quelque part. Et avec les data centers dans l'espace, ils sont quelque part non seulement sur Terre, dans un pays soumis à certaines lois, soumis à certaines choses, mais peut-être même dans l'espace. Mais au final, moi, en tant qu'informaticien qui développe une application, qui développe un service, finalement, c'est pas mon problème l'endroit où c'est. Ce qui va compter, c'est les règles auxquelles je dois me soumettre, les conditions auxquelles je peux avoir accès à ce service, et évidemment le prix auquel je peux le payer. Et sans oublier aussi les risques potentiels auxquels je m'expose. Par exemple, que mon fournisseur me dise non, bah là, à partir de demain, Romain, tu as dit des choses méchantes sur mon président, donc du coup, je te coupe ton accès le kill switch. Voilà, exactement. Et donc, moi aussi, en tant que développeur de solutions, je dois avoir le niveau d'anticipation pour me dire peut-être que cette solution est bonne à l'instant T, mais je veux pouvoir me donner la possibilité de migrer. Donc, si mon application tourne sur un data center dans un pays, il faut que je sois en mesure de dire, ben voilà, merci Jeff Bezos ou merci Elon, mais je vais décider de faire tourner mon système à partir de demain chez Octave à Strasbourg quand il aura reconstruit son data center. Donc, ce qui compte, c'est pas tellement l'endroit où ça fond. Alors, en tant qu'ingénieur, on va pas se cacher. Je trouve ça absolument super l'idée de faire tourner des trucs dans l'espace, etc. Mais après, en tant que développeur d'applications et de personne qui produit des services, ce qui va compter, c'est les contraintes, les risques et les avantages, et en particulier la gestion des risques immédiats, la gestion des risques à plus long terme, parce que l'ingénierie, c'est l'art du compromis, et c'est aussi la science de mesurer les risques et de gérer ceux qui sont visibles et ceux qui sont beaucoup plus loin. C'est là qu'on se retrouve avec Patrick Michel. Lui, c'est protéger la Terre contre les astéroïdes. Nous, c'est protéger nos services et nos utilisateurs contre des choses qui peuvent se passer. Gilles, comment tu vois l'avenir souverain, sur Terre, dans l'espace? J'allais dire, comme tu dis, et ça fait un écho avec la conférence après, le crépuscule des faibles, c'est pas seulement une question d'infrastructure, c'est une question de comment, tu parlais de différences culturelles, comment les Américains et nous, on voit la suite. Ce qui construit la réflexion sur d'Elon Musk, sur notamment les data centers, mais pas seulement d'Elon Musk, les Américains, c'est que, notamment, l'homme est une espèce multiplanète. L'homme est une espèce multiplanète. On n'est pas condamné à rester sur Terre. L'avenir de l'humanité sera sur d'autres planètes. C'est pour ça que tout ce qu'a dit Patrick Michel tout à l'heure, c'était une évolution. Et donc, quand on pense cela, l'espace, non, mais l'espace fait partie de son territoire. Et j'allais dire, avoir un data center dans l'espace, c'est normal, puisque l'espace fait partie j'allais dire, du territoire à conquérir. C'est, quand on regarde les big tech américaines, c'est l'espace. Il y a deux frontières, c'est les frontières physiques et les frontières humaines, c'est-à-dire la biologie, c'est-à-dire la mort. Et donc, quand on développe ça, c'est normal, on va mettre des infrastructures dans l'espace.
Et donc, on va s'en servir parce que l'espace, il y a un endroit superbe, c'est vachement loin, c'est vachement gros, on peut construire, on va faire des bases lunaires, etc. Et donc, c'est ça, ces philosophies. Nous, on est philosophie européenne, c'est pas du tout ça. Nous, c'est si on va dans l'espace, c'est pour comprendre l'humanité. C'est ce que disait, on va voir les astéroïdes, comment c'est composé, et ça veut dire que ça va nous raconter l'histoire de l'humanité. Les Américains, on n'a rien à foutre de l'histoire de l'humanité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le futur de l'humanité, ça sera nous qu'on va envoyer les hommes dans l'espace. Donc, par rapport à ta question, il y aura des data centers dans l'espace, parce que si on peut le faire, on le fera. Voilà. C'est tout simplement ça. Et deux, ça va nous poser une question à nous sur quelle est notre vision, quelle est notre philosophie par rapport à cette dimension-là. Est-ce que nous, on se dit non, on restera dans notre dimension, je veux dire, dans notre espace à 3 dimensions, ou est-ce qu'on franchit un espace supplémentaire? Et c'est une question qui est beaucoup plus politique que technique. Qui est aussi technique, qui est aussi politique. Donc je crois qu'on va arriver là à la conclusion de cette séquence sur nos data centers vont aller dans l'espace, vont peut-être aller dans l'espace. En attendant, elles sont bien sur Terre. Et on va essayer on va essayer de faire en sorte qu'on ait accès à nos données, une juridiction compétente. Et moi, je vais travailler mes cours sur le droit du spatial pour être sûr qu'on ait accès aux données. Merci beaucoup. Et la pause avant la session d'après.